Askari! Askari! Je pense que le fait de parler d'un processus de sevrage de la part du président, qui d'ailleurs n'a pas commencé aujourd'hui, évidemment aujourd'hui dans le contexte des accusations et des arrestations de plusieurs officiers, on a tendance à penser que c'est un remaniement, mais le processus du général Chiwewe par exemple, il semble avoir été lancé depuis qu'il a été élevé au grade de lieutenant général. Et on est dans une période électorale, on est dans une période où il y a beaucoup de revendications populaires contre l'insécurité, contre l'inaction de la MONUSCO, l'état de siège, la menace des M23, et à ce moment-là, la décision du chef d'État de remanier l'armée, de mettre en sa tête des personnes qui peuvent lui être loyales et qui marquent aussi une césure entre l'ancien régime kabyliste et le nouveau, qui sont aussi dans une certaine mesure extérieures aux dynamiques d'appartenance et de loyauté de ex-Kadogo ou ex-FAS, donc qui représentent un peu cette nouvelle génération. Ça me paraît pas très surprenant comme décision. Je pense que, comme ça a été mentionné, ce remaniement, ça marque un pas, et ça marque un pas symbolique et pragmatique, mais il faut qu'on se pose également les questions de est-ce que, en lui-même, ça permet de mettre fin à la crise de confiance entre militaires et leurs officiers sur le terrain? Est-ce que il y aura un changement des conditions de vie de militaires sur le terrain? Est-ce qu'il y aura un changement de la manière dont les opérations seront faites? Est-ce qu'il y aura un renforcement des capacités? Je pense que c'est toutes ces questions-là auxquelles on fait face, au-delà de juste la décision de remaniement. Bon, je pense que c'est sûr que par exemple, si on regarde la nouvelle loi de programmation qui a été mentionnée, c'est une loi qui compte sur un financement de bailleurs, ce qui rend la chose incertaine et ce qui pourrait avancer l'hypothèse que oui, il y aurait ce besoin d'avoir l'appui, notamment de Washington ou d'autres pays qui, eux, auraient des préférences sur les personnes à sélectionner. Je pense que c'est le choix de Chiwewe est pas monocausal. C'est pas, à mon avis, dans ma lecture, c'est pas uniquement parce que Washington aurait forcé la main dessus, mais c'est peut-être parce que, comme vous dites, c'est un candidat qui peut être vu comme moins problématique. Il y a aussi d'autres lectures de la part des généraux qui disent que les personnes qui ont travaillé avec lui dans le cadre de la garde républicaine ont apprécié le travail avec lui et le lisent comme un général positif, et qui, encore une fois, fait césure avec les liens que certaines autres personnes ont, comme vous l'avez dit, eu avec les groupes armés qui sont placés sous sanction. Donc oui, je pense que ça peut être un mouvement tactique, mais c'est un mouvement tactique aussi pour la présidence de rétablir la confiance entre la présidence du pays et l'armée. Pour que ces nominations aient un impact sur le rétablissement de la paix à l'Est, il faut que ça passe par la motivation, par la prise en charge et par la meilleure organisation autour des militaires qui sont sur le terrain et qui sont sur ces opérations. Sans ça, je pense que les nominations en elles-mêmes ne suffiront pas. Elles peuvent être un échelon ou une étape dans ce processus s'il y a une volonté militaire et stratégique de faire une priorité du rétablissement de la paix à l'Est. Je pense que, en termes du choix des personnes qui ont été nominées, il faut se poser la question si on peut vraiment dire qu'ils ont été promus pour leur prouesse militaire. J'ai entendu le professeur parler tout à l'heure des opérations dans lesquelles ils ont participé, et bien que je le rejoigne sur le fait qu'ils ont une expérience sur le terrain, je pense qu'on puisse pas dire que ces opérations indiquent une maîtrise du terrain ou étaient un succès dans le sens qu'elles ont réussi à ramener la paix à l'Est. Donc c'est un processus qui implique plusieurs acteurs, qui implique les acteurs politiques et militaires, vu que les causes de l'insécurité à l'Est ne sont pas purement militaires. Donc ça demandera de la mise en place d'une stratégie qui permet une meilleure prise en charge des soldats. Ça permettra sûrement un nouveau souffle, oui, les nouvelles personnes qui ont été sélectionnées, mais je pense que la grande question, ce sera, est-ce que ce sera suffisant? Quelque part, potentiellement, on peut supposer que le fait que parmi la nouvelle équipe, les personnes n'aient pas un passé direct dans les groupes armés peut jouer sur la relation, comme on disait tout à l'heure, changer leur rôle dans le processus de Nairobi, le programme de désarmement. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu militairement d'annonce encore d'un changement de stratégie militaire. Donc je pense que ça reste à voir quel sera le rôle des personnes à jouer. Je pense qu'un autre élément dont il faut tenir compte, si on se pose la question de est-ce que ça va réussir à ramener la paix dans l'Est, c'est de savoir quelle
Bon, et comme ce qu'on disait tout à l'heure, quel sera le rôle des personnes qui ont été écartées. Donc, je pense que ça joue sur autant les personnes parmi les FARDC qui font plus partie, mais aussi toutes les autres personnes et toutes les autres parties prenantes dans le processus de rétablissement de paix à l'Est. Est-ce qu'ils vont réussir à établir une collaboration positive avec l'armée, et est-ce qu'on aura des opérations concertées contre les ADF, contre les M23, contre tous les groupes armés qui n'impliquent pas qu'une stratégie purement militaire? Bon, ma lecture, c'est comme ça que le professeur a ouvert ce débat, n'est-ce pas? C'était de dire, on est en train de voir une étape d'un processus qui n'a pas commencé sa mise en place hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu ce remaniement, on l'attendait depuis plusieurs mois, ça avait été annoncé, on savait que ça devait arriver, c'est arrivé aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs de considération qui ont dû rentrer en compte, c'est-à-dire la confiance des personnes, les mettre en position d'être capables de le faire. Encore une fois, la loi de programmation qui a été votée également. Si on peut pas faire des contrefactuels, n'est-ce pas, de dire que, sûrement ça aurait été bien de le faire le plus tôt possible, mais maintenant qu'on l'a aujourd'hui, je pense que la question c'est comment aller de l'avant pour que ce remaniement du leadership des FARDC ait vraiment comme conséquence une stabilisation de la situation à l'Est, et quels sont les facteurs clés auxquels on devra prêter attention. C'est de vraiment se focaliser sur les causes profondes. On a entendu tout à l'heure que, par exemple, ces groupes armés utilisent les minerais et les ressources naturelles pour subvenir à leurs opérations, mais je pense pas qu'on puisse dire dans tous les cas que c'est leur seule raison d'exister. Il y a aussi des questions identitaires, il y a des questions foncières, il y a des questions politiques et coutumières qui surviennent. Donc je pense que ce qu'on a vu comme succès, c'était des processus de paix qui avaient l'appui politique local, qui était basé sur un dialogue avec différentes personnes, qui avaient aussi les financements pour avoir une vraie prise en charge des ex-combattants et pas un cantonnement dans des camps de démobilisés où les personnes étaient dans des conditions de vie déplorables et étaient ensuite amenées à reprendre les armes assez rapidement avec. Donc je pense que peut-être une réponse simple à une question compliquée, c'est d'essayer de tirer les leçons des processus de désarmement qui ont connu des succès relatifs, des zones où on observe une baisse de violence ces derniers mois, on en a ces derniers mois, ces dernières années, et d'essayer de reproduire ces exemples en prenant en compte les dynamiques particulières de chaque région, et pas de penser qu'une solution va marcher pour tout l'Est de la RDC.